L'histoire commence par une scène montrant les faubourgs de la ville de Gainesville, en Géorgie, en 1863. Il pleut à verse, la caravane de l'armée avance sur la route. Un homme coiffé d'un chapeau noir et vêtu d'une cape se dresse sur leur chemin. Avec un sourire en coin, il se présente comme un ami de la Confédération. Il se salue amicalement et les soldats lui demandent de s'écarter pour libérer la route, mais l'homme au chapeau sait qu'il transporte un chargement d'or pour le général Lee et ne cédera pas sa place tant qu'ils n'auront pas remis l'or. Devant le refus des soldats, l'homme sort 2 mitraillettes Uzi équipées de sights laser et ouvre le feu. En quelques secondes, tous les gardes sont tués et leurs chevaux s'enfuient, effrayés. Puis nous passons à Washington, le 10 octobre 1994. La réunion de la commission sénatoriale de surveillance des opérations secrètes commence. Le jeune politicien George Spota entre dans la salle et est accueilli par les sénateurs qui attendent. Il discute du docteur Hans Klindast, le lauréat du prix Nobel qui a aidé le gouvernement dans son programme spatial et qui fait secrètement des recherches sur le voyage dans le temps depuis 20 ans. Les sénateurs sont d'abord sceptiques, mais George affirme que les travaux de Klindast sont une réussite totale. Les sénateurs commencent alors à écouter attentivement. Spata explique les détails et dit qu'on ne peut pas voyager dans le futur parce qu'il n'a pas encore été créé, mais qu'on peut remonter dans le temps. Mais il y a un hic, les changements effectués dans le passé peuvent avoir des effets catastrophiques dans le présent. Il explique qu'il serait extrêmement dangereux d'aller dans le passé et de tuer Hitler, par exemple, parce que les événements futurs changeront et que cela pourrait entraîner la chute de l'humanité. Une agence secrète doit être créée pour superviser les voyages dans le temps et empêcher les changements dans la ligne temporelle, qui sera appelée Time Enforcement Commission, TEC. L'un des sénateurs dit que cela ressemble à des conneries de Star Wars, mais le jeune sénateur Aaron M. Second n'est pas de cet avis et accepte de présider le comité de surveillance. Une belle jeune femme nommée Melissa Walker se tient près de la boutique de montres d'un centre commercial, et un jeune homme s'approche d'elle en disant qu'il n'y a jamais assez de temps pour satisfaire une femme. Melissa répond qu'elle ne veut jamais manquer une occasion, se retourne et embrasse le jeune homme. Il s'agit de son mari, Max Walker, officier de police du district de Columbia. Melissa lui demande s'il s'est décidé pour son nouveau travail au TEC, s'il y aura des déplacements et si le travail est dangereux. Un homme avec un perroquet sur l'épaule s'approche et propose de prendre une photo. Melissa convainc Max de prendre une photo et lui dit qu'elle la regardera très souvent. Le soir, un orage éclate, les deux sont au lit et Melissa veut dire quelque chose à Max, mais elle est interrompue par un appel téléphonique auquel Max doit répondre. Au travail, son collègue s'est fait porter pâle et Max doit le remplacer. Il met son uniforme de policier et Melissa n'est pas contente, elle était sur le point de lui dire quelque chose d'important. Max lui dit de se taire et de l'attendre en lui promettant qu'ils parleront à son retour. Lorsque Max sort, il reçoit immédiatement un coup de pied au visage, puis un voyou le jette du haut du porche. Melissa s'en aperçoit et crie, mais l'autre voyou lui attrape les cheveux et l'entraîne à l'intérieur de la maison, en fermant la porte derrière elle. Il commence à massacrer Max et lui tire dessus. Max récupère et ouvre sa chemise, il y a un gilet pare-balles en dessous. Il court en entendant les cris de sa femme, mais à ce moment-là, la maison explose. Max regarde sa maison en flammes et réalise que sa femme bien-aimée est morte dans l'incendie. Wall Street, 1929, c'est l'époque du krach boursier et près d'une colline gît le corps d'un homme qui s'est jeté par la fenêtre. Un homme nommé Lyle Atwood entre dans l'immeuble. Dans le bureau, il sort un journal de 2004 avec un résumé du marché boursier. Il appelle ensuite un certain Ross et lui demande d'acheter 100 000 actions d'une société déficitaire appelée Middle States Oil. Il assure à Ross que les choses sont sur le point de changer pour l'entreprise. À ce moment-là, un portail apparaît dans la pièce et Max Walker en sort. Lyle et Max étaient associés dans Tech, avant que Lyle ne commette une erreur et ne commence à exploiter son statut d'employé à son profit. Lyle sort son arme et commence à tirer sauvagement, mais se retrouve rapidement à court de munitions. Max essaie de comprendre pour qui Lyle travaille et il s'avère qu'il s'agit du sénateur M. Second, qui est sur le point de se présenter aux élections présidentielles et qui a besoin d'argent pour sa campagne. Max demande à Lyle de témoigner contre le sénateur, mais Lyle refuse, inquiet pour sa famille. Walker n'a d'autre choix que de ramener Lyle à leur époque. Lyle demande à Max de lui permettre de mourir ici, dans le passé, sinon le sénateur tuera toute sa famille. Après cela, Lyle saute par la fenêtre et Max se précipite à sa poursuite. Après l'avoir rattrapé dans les airs, Max active son appareil de voyage dans le temps, un portail s'ouvre devant eux et ils disparaissent. Arrivé à son époque, Lyle est immédiatement conduit au tribunal où il est accusé d'avoir voyagé dans le temps avec l'intention d'altérer l'avenir.
Les charges sont aggravées par son statut d'agent temporel, mais là il ne dit rien pour sa défense et est condamné à mort. L'ex-agent est immédiatement transporté en 1929, où il effectue son fatal atterrissage en boule sur une voiture en stationnement. Washington 2004, les travaux du siège du TEC battent leur plein. Une commission dirigée par le sénateur McCon entre dans le bâtiment pour voir comment les fonds du projet sont dépensés. Aaron McCon voit Walker et dit qu'il a beaucoup entendu parler de lui. Walker dit la même chose et McCon lui demande de se joindre à eux car il veut en savoir plus sur sa dernière mission. La commission discute d'un homme nommé Parker, qui a mis au point la puce supraconductrice unique utilisée aujourd'hui par Tech. Le sénateur McCon a perdu une énorme somme d'argent en cessant de travailler avec lui peu avant l'obtention du brevet. Aujourd'hui, le sénateur veut mettre un terme au projet Tech, expliquant qu'il pourrait être désastreux qu'un homme entre en contact avec une version passée de lui-même. De plus, le danger vient des agents rogues comme Lyle Atwood, qui sont tentés de rester dans le passé. C'est pourquoi le sénateur McCon est prêt à tout pour faire échouer le projet. Dans la voiture, l'assistant du sénateur dit qu'ils n'ont pas assez de fonds pour leur campagne, même avec ceux obtenus en voyageant dans le passé. McCon s'énerve et frappe la tête de l'assistant contre la vitre de la voiture, lui cassant le nez. Le patron leur demande alors de ne pas dire ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais seulement d'indiquer le montant nécessaire à la poursuite de la campagne de Trey. Lawrence dit qu'ils ont besoin de 50 millions de dollars, ce qui correspond à la somme que McCon a perdue à cause de l'agent Walker, et décide de se débarrasser de lui. Max est au travail et regarde la photo de McCon lorsque l'agent Matuzak vient lui parler. C'est son patron, mais aussi un bon ami. Max apprend de lui que McCon est un homme très dangereux. Max dit que là il travaillait pour McCon, mais qu'il a été intimidé et n'a pas témoigné, et que la moitié des agents de la Tech sont dans la poche de McCon. Matuzak affirme qu'il n'en fait pas partie. Walker veut enquêter et faire sortir McCon de l'ombre. Il regarde la photo prise dans le centre commercial et est furieux de ne pas pouvoir enfreindre la loi et revenir en arrière pour sauver sa femme, alors que cette crapule fait fortune en changeant le passé. Chez lui, Max regarde une vidéo de sa femme qu'il a mémorisée. Max dort, mais il sent soudain la présence d'un ennemi. Un combat au couteau s'engage entre Max et un Asiatique qui ressemble à Liu Kang. À l'aide d'une serviette, Walker saisit la main de l'agresseur et parvient à le maîtriser. Alors que Max tente de comprendre qui les a envoyés, un autre voyou s'empare d'un pistolet paralysant et le pointe sur Walker, mais Max se sert du premier attaquant comme couverture. Ensemble, ils tombent au sol, renversant le distributeur d'eau. L'eau se répand sur le sol et, lorsqu'elle atteint les pieds de l'autre insecte, Walker saute sur la table de la cuisine avec son fameux smash. Lorsque l'agresseur décharge son pistolet paralysant, la décharge électrique l'atteint à travers l'eau. À ce moment-là, l'agent Fielding de la Tech apparaît chez Max et vient voir ce qui s'est passé. Elle a été désignée comme nouvelle partenaire pour vérifier l'intégrité de Max. Matuzak explique à Max que Fielding travaillera avec lui parce qu'il n'y a plus beaucoup de personnes en qui il peut avoir confiance. Max n'a d'autre choix que de l'accepter. Ils prennent place dans une machine à voyager dans le temps équipée de puissants réacteurs, s'attachent et remontent le temps. Les partenaires arrivent en 1994, nous sommes le dimanche 9 octobre et Fielding dit que demain c'est son anniversaire. Max l'avertit de ne pas se rendre dans le passé, mais Fielding aimerait bien s'appeler elle-même et demander de ne pas coucher avec Bobby Morgan, qui a été une vraie déception. Max et Fielding se retrouvent sur le lieu du crime, près du bâtiment de liaison de données de Parker McCon. Walker charge son arme et entre dans le bâtiment. Fielding arrive de l'autre côté et attend un signal de sa part. À l'intérieur du bâtiment, Jack Parker et le jeune McCon parlent de leur nouvelle puce. Le jeune McCon est sur le point de quitter l'entreprise, mais à ce moment-là, le futur McCon apparaît du portail avec ses hommes de main et avertit le jeune homme de ne pas accepter le chèque et de ne pas renoncer à la puce qui rapportera des milliards de dollars à l'avenir. Le vieux McCon frappe Parker et s'apprête à lui tirer une balle dans la tête, mais Walker apparaît et lui ordonne de laisser tomber son arme et le formulaire de retour. C'est alors que Fielding pointe un pistolet sur la tête de Walker, qui est l'agent malhonnête travaillant pour McCon. Les hommes de main de McCon capturent Max et le sénateur tire sur Parker et le tue. Il s'apprête à faire de même avec Walker, mais Max se libère et une fusillade s'engage. Le vieux McCon dit à son jeune homme que l'entreprise lui appartient désormais et lui remet une enveloppe contenant d'autres instructions sur la façon de gérer l'entreprise. Après s'être occupé des voyous, Max s'apprête à régler ses comptes avec McCon, mais Fielding lui barre la route. McCon veut activer le module de retour, mais Fielding lui demande de ne pas revenir sans elle. Ne voulant pas l'emmener avec lui, l'obtus McCon tire d'abord sur elle,
laissant à Walker le temps de s'échapper. Il retourne ensuite dans le futur. Walker retourne lui aussi à son époque et reste perplexe devant ce qu'il voit. Matuzak lui dit qu'il a de la chance de pouvoir revenir car les autorités vont détruire toutes les machines à voyager dans le temps. L'entreprise qui produit les puces appartient à Macon. Il est largement en tête des sondages et presque tout le monde est passé de son côté. Il découvre que le premier prototype de machine à voyager dans le temps n'a pas été détruit et qu'avec lui, Macon deviendrait le seul à voyager dans le temps. Par le biais de la sécurité, les amis tentent d'envoyer Walker dans le passé. Les agents de sécurité tirent sur Matuzak qui tente d'activer la machine. Deux gardes peu aimants se tiennent juste sous la tuyère du moteur à réaction. Le moteur démarre et Walker part pour 1994. Walker lit le rapport de police pour savoir dans quel hôpital se trouve Fielding. Il la retrouve et lui demande de témoigner contre MCCon. Elle accepte, mais Walker dit que la base de données de l'ECT ne contient pas ces données et qu'elle ne les a jamais eues, ce qui laisse Fielding perplexe car elle s'entraîne à l'ECT depuis 6 ans. Ils ont besoin d'une preuve de l'existence de Fielding et Walker se rend au laboratoire pour prélever son sang. Il y trouve le test sanguin de sa femme, qui indique qu'elle est enceinte. Il prend le sang de Fielding et retourne au service, mais elle est déjà morte car les hommes de MCCon lui ont injecté quelque chose. Il se précipite au centre commercial pour prévenir sa femme. Il y rencontre la jeune Melissa, mais les hommes de main de MCCon les aperçoivent. En 2004, Max et sa femme parviennent à s'échapper et il lui parle du voyage dans le temps. Il lui dit qu'il veut l'aider, mais ne lui dit pas qu'elle sera tuée aujourd'hui. Le même soir, dans la maison des Walker, Melissa descend et rencontre Max, plus âgé, qui lui demande si elle a dit au jeune Max qu'elle était enceinte. Comme précédemment, des voyous attaquent Walker lorsqu'il franchit la porte, mais cette fois-ci, c'est le Walker plus âgé qui affronte les bandits avec aisance. Il est ensuite aidé par son jeune personnage, qui bat le reste des voyous. Deux Walkers battent tous les hommes de main de MCCon, bien que le dernier d'entre eux, le plus grand, parvienne à assommer le jeune Max juste avant que l'aîné ne le tue. Le Walker le plus âgé s'approche de la pièce où le Macon de 2004 avait pris Melissa en otage. Il y a une bombe dans la maison et Macon est prêt à se faire exploser avec Walker car il sait que son cadet survivra et deviendra président grâce à ses instructions. Mais l'aîné Max l'a prévu et a attiré le Macon de 1994 dans la maison, de sorte qu'il apparaît soudainement dans le dos de Walker. Melissa frappe Macon à l'aine et se libère, mais Macon lui tire une balle dans l'épaule. Max pousse alors les deux MCCon l'un contre l'autre et, à cause du paradoxe, ils se fondent en un amas de sang avant de disparaître à jamais. Ils doivent sortir car la maison est sur le point d'exploser. Le jeune Max s'allonge sur la pelouse et le vieux Max transporte Melissa hors de la maison et la place à ses côtés. Walker revient à son époque et constate que son ami Matuzak est bien vivant et qu'il ne se souvient même pas de la fusillade avec la sécurité. Walker l'interroge sur le sénateur MCCon et découvre qu'il y a 10 ans, il a annulé tous ses rendez-vous et a disparu sans laisser de traces. Fielding passe et Max lui dit que Bobby Morgan attend toujours une nouvelle chance. Fielding sourit, mais reste perplexe car elle ne connaît même pas Max. Lorsque le sénateur criminel a disparu, une nouvelle chronologie est apparue. Lorsque Max arrive chez lui, un petit garçon de 10 ans se précipite vers lui en l'appelant papa, puis sa femme Melissa l'accueille avec un sourire. Comme il y a 10 ans, elle veut lui dire quelque chose.